Il était une fois une jeune femme qui redoubla sa classe de terminale pas moins de 10 fois. Elle s'appelait Éphraïm. Et à 25 ans, elle était de loin l'élève la plus âgée du lycée. Tous ses camarades d'origine avaient terminé leurs études depuis longtemps et poursuivaient leur vie, tandis qu'elle restait là, comme si un lien invisible la retenait attachée au banc de l'école. Les professeurs avaient tout tenté pour l'aider à obtenir son baccalauréat. Certains, poussés par la pitié, lui accordaient même des points supplémentaires lors des contrôles pour qu'elle puisse enfin passer et quitter l'établissement. Mais Éphraïm refusait catégoriquement toute aide. Pire encore, quand un enseignant essayait de lui faciliter les choses, elle le dénonçait immédiatement à la direction pour favoritisme ou irrégularité. Les autorités ouvraient alors une enquête et les professeurs se retrouvaient convoqués, stupéfaits et humiliés. « Mais cette fille est-elle normale ?» murmura un jour un professeur excédé en se demandant comment une personne pouvait se battre avec autant d'acharnement pour rester prisonnière du système scolaire. Les élèves, eux, ne se gênaient pas, ils se moquaient d'elle ouvertement dans les couloirs. Ils l'avaient surnommée le meuble de la classe. Dès qu'elle passait, ils scandaient ce surnom en chœur, sans se soucier de la douleur qu'il lui infligeait. Certains allaient même plus loin, ils affirmaient qu'elle rêvait secrètement de devenir proviseur un jour, et se demandaient pourquoi une femme de 25 ans choisissait de rester assise parmi des adolescents de 14 ou 15 ans. Éphraïm ne répondait jamais. Elle gardait le silence, la tête baissée. Sur le papier, ses notes continuaient de chuter. Pourtant, personne ne travaillait plus qu'elle. Elle passait des heures et des heures à réviser, bien plus que n'importe quel autre élève du lycée. Mais lorsque venait le jour des examens, ses copies racontaient une toute autre histoire. Les enseignants étaient perplexes, même les parents commençaient à mettre en garde leurs enfants. Éloignez-vous d'elle si vous voulez obtenir votre bac avec vos camarades. Un après-midi, une mère particulièrement remontée fit irruption dans l'établissement. En apprenant que sa fille était dans la même classe qu'Éphraïm, elle se précipita dans le bureau du proviseur en hurlant « Ma fille ne peut pas rester dans la même salle qu'une femme de cet âge. Quelle mauvaise influence est cela ?» Le personnel tenta de la calmer, mais le mal était fait. À partir de ce jour, Éphraïm devint plus isolée que jamais. Plus personne ne s'asseyait à côté d'elle, plus personne ne lui adressait la parole. Les plus jeunes élèves commençaient même à la craindre, comme si l'échec pouvait se transmettre comme un virus. Pourtant, elle ne se plaignait jamais. Elle prenait ses affaires en silence, s'installait au fond de la classe et ne prononçait pas un mot. Malgré tout, les autres trouvaient toujours un moyen de lui rendre la vie impossible. Lors des travaux de groupe, personne ne voulait d'elle. « Ne la mettez pas avec nous, elle va nous couler », chuchotait une fille assez fort pour que tout le monde entende. Résultat, Éphraïm finissait souvent seul à faire le devoir pendant que les autres riaient et rendaient le travail ensemble. Un jour, pendant une présentation orale, un garçon se leva et lança avec un sourire moqueur « Madame, on devrait plutôt laisser Éphraïm présenter. Elle est dans cette classe depuis plus longtemps que vous. Elle pourrait même nous donner des cours. » Toute la salle explosa de rire. Même l'enseignante eut du mal à retenir un sourire. Éphraïm resta debout, sa feuille tremblant légèrement entre ses doigts. Elle ne dit rien. Elle se rassit simplement, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Même certains professeurs commencèrent à l'utiliser comme exemple négatif pendant les rassemblements du matin. Ils mettaient en garde les élèves. « Travaillez sérieusement, sinon vous finirez comme Éphraïm, cet élève perpétuellement en échec dont tout le monde parle. » Ce jour-là, Éphraïm garda la tête baissée jusqu'à la fin de l'assemblée. Quand elle retourna en classe quelques minutes plus tard, elle s'arrêta net, figée sur place. Sur le tableau noir, quelqu'un avait dessiné grossièrement son portrait,
un corps maladroitement esquissé, mais à la place de la tête, un grand seau vide. Juste à côté, en grosses lettres, « Tête vide ». Un éclat de rire général envahit la salle. Certains élèves la pointaient du doigt sans retenue, d'autres se couvraient la bouche en feignant de cacher leur amusement. Ephraïm resta immobile un instant, les doigts crispés sur ses cahiers. Elle ne prononça pas un mot. Elle ne réagit pas. Elle passa simplement devant le dessin et alla s'asseoir à sa place habituelle, au fond. Elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde la détestait à ce point. C'était une jeune femme calme, respectueuse, qui ne cherchait jamais les ennuis et gardait ses distances malgré les insultes qui la suivaient comme son ombre. Elle ne ripostait jamais, elle ne s'expliquait jamais, elle ne pleurait même pas devant les autres. Pourtant, chaque soir, quand le lycée devenait silencieux et que les voix des élèves s'éteignaient, elle s'asseyait seule sur son lit étroit dans le dortoir et fixait l'obscurité. Son esprit repassait en boucle toutes les cruautés que la vie lui avait infligées. Elle regrettait amèrement que ses parents ne soient plus là. Sa mère était morte peu après sa naissance. Son père, qui l'avait élevée seule, était tombé gravement malade et l'avait quittée à son tour. La vie s'était montrée si impitoyable qu'elle commençait parfois à douter du sens même de continuer à lutter. Juste au moment où elle pensait que rien de pire ne pouvait lui arriver, elle reçut une visite inattendue de son oncle, venu du village. Il ne venait jamais au lycée, et le voir apparaître la stupéfia. Mais ce qui rendait la scène encore plus terrible, c'était l'odeur forte d'alcool qui l'accompagnait, comme un nuage toxique. Sa chemise était à moitié déboutonnée, ses yeux injectés de sang, et sa démarche vacillante rappelait celle d'un animal ivre. Les agents de sécurité tentèrent de l'arrêter à l'entrée, mais il les repoussa violemment et força le passage jusqu'au bâtiment. Les élèves, choqués, se mirent à murmurer. « Qui est cet homme? Pourquoi crie-t-il comme ça ?» Ephraïm le vit approcher de sa classe et son cœur se serra. « Non, pas ici, pas comme ça. » Mais il était déjà trop tard. Son oncle poussa la porte avec fracas, comme s'il était chez lui. Tout le monde sursauta. « Ephraïm !» hurlait-il d'une voix pâteuse et agressive. Toute la classe se tourna vers elle. Elle se leva lentement, terrifiée. « Sors d'ici !» ordonna-t-il en titubant vers elle. Le professeur tenta d'intervenir, mais l'oncle le coupa sèchement. « Taisez-vous, madame, c'est une affaire de famille. » Puis, il se remit à crier contre Ephraïm. « C'est donc ici que tu perds ton temps et que tu nous fais honte ?» Des murmures s'élevèrent dans la salle. « Ah, cette fille est vraiment maudite. Regardez, même sa famille est comme ça. » ricanaient certains élèves sans se cacher. Ephraïm sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son pire cauchemar venait de la rattraper dans le seul endroit où elle se sentait un minimum en sécurité. « Tu te crois maline ?» continua l'oncle, la voix résonnant dans toute la pièce. « Tu ne sortiras pas de cette école tant que tu voudras nous humilier. » Les rires redoublèrent. Un garçon murmura assez fort « La grande sœur a vraiment des problèmes familiaux » et toute la classe explosa à nouveau. Les yeux d'Ephraïm se remplirent de larmes, mais elle les retint de toutes ses forces. Pas ici, pas devant eux. Son oncle s'approcha encore plus près de son bureau en titubant. « Tu ferais mieux de rentrer au village, sinon je te traînerai moi-même » lança-t-il, baissant légèrement la voix, mais toujours assez fort pour que tout le monde entende. Le professeur finit par appeler les secours. Les agents de sécurité arrivèrent en courant et commencèrent à l'emmener de force. Il se débattit, continua à crier et à l'insulter pendant qu'on l'emmenait de la classe et qu'on l'escortait hors de l'établissement. La proviseure, mise au courant de l'incident, demanda immédiatement à voir Ephraïm dans son bureau. Quelques minutes plus tard, Ephraïm se présenta devant le bureau de la proviseure. Ses jambes tremblaient. Elle avançait lentement, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Ses mains étaient moites et elle sentait déjà la peur lui serrer la gorge. Elle savait très bien ce qui l'attendait. Dès qu'elle entra, la proviseure la regarda avec un mélange de préoccupation et de déception. « Assieds-toi » dit-elle d'une voix calme. Ephraïm s'installa sur la chaise, les yeux baissés. Un lourd silence envahit la pièce pendant quelques secondes. Puis, la proviseure prit la parole. « Ephraïm, que se passe-t-il exactement ?»« Ce n'est rien, madame, » répondit-elle doucement. Mais la proviseure n'était pas convaincue.
Un homme est entré ivre dans mon établissement, il criait ton nom, il te menaçait, et tu me dis que ce n'est rien ?» Éphraïm resta silencieuse, les lèvres tremblantes, les doigts crispés sur le tissu de sa jupe. Puis, lentement, les larmes commencèrent à couler. Pas les larmes discrètes qu'elle avait l'habitude de cacher, mais un flot incontrôlable, comme une digue qui cède après des années de retenue. Des années de douleur, des années de silence, des années de peur accumulées jaillirent d'un coup. « Madame, sanglota-t-elle, je ne veux pas quitter cette école. » La proviseure se pencha en avant, intriguée et touchée. « Pourquoi ?» Alors, Éphraïm se mit à raconter toute son histoire, d'une voix brisée mais enfin libérée. Tout avait commencé à la mort de son père. Orpheline, elle avait été confiée à son oncle paternel, le même homme qui venait de faire scandale au lycée. C'était son seul parent proche, elle n'avait eu d'autre choix que d'aller vivre chez lui. Dès leur arrivée, son oncle et sa femme s'étaient installés dans la maison construite par son père et s'étaient approprié tout ce qu'ils possédaient. Éphraïm avait été relégué dans la cuisine pour dormir, car son oncle avait donné sa chambre à ses 2 filles. Du matin au soir, elle devenait leur domestique. Elle lavait, cuisinait, nettoyait, servait. Personne ne la considérait comme un membre de la famille. Elle ne recevait que les restes après que tout le monde avait mangé. La tante était particulièrement cruelle. Dès le premier jour, elle la regardait avec une haine profonde, une haine qui ne venait même pas d'Éphraïm elle-même. Des années plus tôt, cette femme avait perdu un bébé à cause de complications pendant la grossesse. Dans la panique, ils avaient demandé de l'argent au père d'Éphraïm pour l'hôpital. Il avait promis d'aider, mais un retard imprévu avait tout fait basculer. Quand l'argent était enfin arrivé, il était trop tard, l'enfant était mort. Au lieu d'accepter le destin, la tante avait accusé le père d'Éphraïm d'avoir utilisé son enfant pour des rituels, elle avait juré de se venger. Lorsque le père d'Éphraïm mourut à son tour, cette haine ne disparut pas, elle se reporta entièrement sur la jeune fille. « Tu es l'enfant qui aurait dû mourir à sa place !» hurlait-elle régulièrement, sans se soucier qu'Éphraïm n'y était pour rien. Parfois, elle lui refusait complètement la nourriture, d'autres fois, elle ne lui donnait que les restes déjà périmés. Si Éphraïm osait se plaindre, elle recevait des coups. Si elle pleurait, on l'enfermait dehors la nuit. Les jours de pluie, la tante versait de l'eau sur le sol de la cuisine où elle dormait, la forçant à se recroqueviller dans un coin comme un animal indésirable. « Tu ne seras jamais à l'aise dans cette maison », disait-elle froidement. Il y avait aussi les journées interminables où elle devait laver le linge jusqu'à ce que ses doigts se plissent et saignent, ou ces courses qu'on lui imposait tard le soir, juste pour qu'elle marche seule dans le noir, et surtout les insultes qui ne s'arrêtaient jamais. D'idées, point mort, porte-malheur. Éphraïm entendait ces mots si souvent qu'ils semblaient devenir son 2e nom. Elle endurait tout en silence, car elle n'avait nulle part à aller. Puis, un jour, elle surprit une conversation qui changea tout. Son oncle discutait avec le chef Aboudja, un homme assez âgé pour être son grand-père. Curieuse et inquiète, elle s'approcha discrètement de la porte pour écouter. « Dès qu'elle finit le lycée, elle est à toi, chef », avait dit son oncle avec assurance. Éphraïm sentit son cœur s'emballer. Elle entendit son oncle rire et promettre que bientôt elle deviendrait la 10e épouse du chef. Une jeune femme mariée à un vieillard connu pour courir après les adolescentes malgré son âge avancé. Cette nuit-là, elle pleura jusqu'à avoir mal à la poitrine. Mais elle se souvint alors du petit coffret que sa mère lui avait confié avant de mourir. Y dedans se trouvaient les bijoux en or, le dernier cadeau de sa mère. À cet instant précis, elle prit sa décision. Elle ne devait jamais obtenir son baccalauréat, car le jour où elle finirait le lycée, sa vie ne lui appartiendrait plus. Elle resterait donc volontairement en échec. Après les grandes vacances, Éphraïm était revenu au lycée et, année après année, classe après classe, elle avait continué à redoubler volontairement. Chaque fois que les frais de scolarité arrivaient, elle vendait discrètement un bijou de sa mère pour les payer. Un bracelet, une boucle d'oreille, un collier. Un à un, ses précieux souvenirs partaient pour lui permettre de survivre et de gagner du temps.
Pendant que le monde entier la traitait d'échec, elle achetait en réalité sa liberté. Pendant qu'on la qualifiait de nulle, elle menait un combat silencieux pour échapper à un destin tragique. Chaque année, le chef Abouadja venait au village, habillé avec ostentation, appuyé sur sa canne, et demandait si Ephraïm avait enfin terminé ses études. Et chaque année, la réponse était la même, elle était toujours au lycée. Tant qu'elle n'aurait pas le bac, il ne pourrait pas l'épouser. Les années passèrent, le chef vieillissait, 70 ans, 75, puis 80, mais il refusait d'abandonner. Au contraire, il devenait de plus en plus furieux. « J'ai assez attendu, tonnait-il. Si vous ne me l'amenez pas, je m'occuperai de vous. » C'était la raison pour laquelle son oncle était venu ce jour-là au lycée, ivre, sans honte et désespéré, prêt à la traîner de force pour la marier à un homme bien plus âgé que lui. De retour dans le bureau de l'approviseur, Ephraïm termina son récit. La pièce plongea dans un silence profond, les yeux de l'approviseur se remplirent de larmes. « Mon Dieu !» murmura-t-elle bouleversée. « Pendant toutes ces années !» Ephraïm hocha la tête, les larmes coulant toujours sur son visage. « Je n'avais pas le choix, madame. Je n'avais personne pour me défendre. Alors je me suis protégée comme j'ai pu. » Ce même jour, l'approviseur passa à l'action. Elle signala immédiatement toute l'affaire aux autorités compétentes. Le mariage forcé, l'arrangement illégal, les menaces qui planaient sur la vie d'Ephraïm depuis une décennie. Quelques jours plus tard, des agents officiels se rendirent au village. Ils allèrent directement dans la concession du chef Abouadja, cet homme qui avait attendu 10 ans pour l'épouser, persuadé qu'elle lui appartenait. Il était assis dans sa grande cour, entouré de ses gens. Quand il vit les autorités descendre du véhicule, son visage changea radicalement. Toute son assurance disparut, l'arrogance s'effaça, la peur la remplaça. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il, en essayant de garder une voix ferme, mais celle-ci le trahissait. Les agents commencèrent à poser des questions, à exposer les faits. Devant tout le monde, le chef Abouadja porta soudain la main à sa poitrine. Sa canne lui échappa des mains, son corps se mit à trembler violemment. Avant que quiconque puisse réagir, il s'effondra sur le sol, inconscient. Le chaos s'installa dans la concession, les gens criaient, les femmes hurlaient, les hommes se précipitaient, mais il était déjà trop tard. Le chef Abouadja avait succombé sur place. Les autorités se rendirent ensuite chez l'oncle. Elles l'arrêtèrent pour maltraitance sur mineur, tentative de mariage forcé et appropriation illégale des biens du père d'Ephraïm. L'oncle tenta de supplier, de nier, mais les preuves étaient accablantes. Des années de cruauté ne pouvaient plus être cachées. Quelques jours plus tard, la nouvelle arriva au lycée, portée comme un murmure par le vent. Ephraïm était assise seule en classe quand un professeur entra et l'appela. Elle se leva lentement. « Ephraïm, le chef est mort. » Pendant un instant, elle ne comprit pas. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, presque irréels. Puis le sens pénétra lentement en elle. Son corps devint faible, non pas de peur cette fois, mais de soulagement immense. 10 années de fuite, 10 années de cache-cache, 10 années à faire prétendre être une ratée juste pour rester en vie. Et soudain, tout était terminé. Quelques semaines plus tard, le tribunal rendit son verdict en faveur d'Ephraïm. Tous les biens de son père lui furent restitués. L'oncle, qui avait passé des années à la traiter de fardeau, se retrouva dépouillé de tout ce qu'il avait illégalement accaparé. La tante, autrefois si arrogante, fut également confrontée aux conséquences de ses actes. L'homme qu'il avait appelé porte-malheur n'avait plus rien, hormis des regrets amers.
Éphraïm, celle que l'on avait surnommée le meuble de la classe, celle que l'on avait moquée et humiliée à la moindre occasion, se présenta à l'examen suivant avec une détermination nouvelle. Elle écrivit comme si sa vie entière dépendait de ses copies. Quand les résultats furent affichés, un silence stupéfait s'abattit sur tout le lycée. Éphraïm figurait parmi les meilleurs élèves de l'établissement. Celle que tout le monde avait fuie, évitée, ridiculisée, n'avait jamais été une ratée. Elle n'était ni stupide ni paresseuse comme on l'avait cru pendant 10 longues années. C'était une survivante, une jeune femme qui avait enduré une décennie de honte publique uniquement pour protéger son avenir. Une intelligence bien supérieure à celle de la plupart de ceux qui l'avaient harcelée. Le jour de la cérémonie de remise des prix, son nom fut appelé parmi les meilleurs diplômés. Sur l'estrade de l'assemblée, un silence gêné plana pendant quelques secondes. Les mêmes élèves qui avaient ri d'elle baissaient maintenant la tête, honteux. D'autres la regardaient avec incrédulité. « C'est vraiment la même ?» murmura une fille. « Celle qu'on appelait tête vide ?» Éphraïm s'avança calmement. Ses pas étaient assurés. Pour la première fois en 10 ans, elle ne se cachait plus, elle ne se recroquevillait plus, elle ne subissait plus. Elle se tenait droite, la tête haute. L'approviseur s'approcha, les yeux brillants de fierté, et lui remit son trophée. « Cette jeune femme, annonça-t-elle au micro, est l'une des personnes les plus fortes que j'ai eu la chance de rencontrer dans toute ma carrière. » L'assemblée entière retint son souffle. Personne ne connaissait vraiment son histoire, et pourtant tout le monde l'avait jugée sans pitié. Éphraïm sentit sa gorge se serrer. Des larmes apparurent au coin de ses yeux, mais cette fois elle ne les cacha pas. Ce n'étaient plus des larmes de douleur, c'étaient des larmes de victoire. Après la cérémonie, quelques-uns des élèves qui l'avaient le plus tourmenté s'approchèrent timidement. « Éphraïm, on est vraiment désolé, » dirent-ils, la voix mal assurée. Elle leur sourit doucement, pas parce que la souffrance avait été légère, mais parce qu'elle avait grandi bien au-dessus d'elle. Quelques semaines plus tard, elle rassembla ses quelques affaires. La petite chambre qui autrefois avait recueilli tant de larmes silencieuses abritait désormais sa liberté retrouvée. Elle se posta une dernière fois devant le portail du lycée, se retourna et contempla les bâtiments. Ce même établissement qui l'avait insulté, rejeté, brisé, était aussi celui qui, au final, lui avait sauvé la vie. Elle sourit doucement et murmura pour elle-même. Ça en valait la peine. De là, Éphraïm entama une nouvelle existence, une vie qu'elle avait conquise de haute lutte, une vie qu'elle avait failli perdre pour toujours. Et tandis qu'elle s'éloignait, une vérité profonde l'accompagnait comme une ombre fidèle. Parfois, les personnes que l'on traite d'échecs sont simplement en train de livrer des combats dont on ne sait rien. La leçon de cette histoire est claire. Ne vous moquez jamais du retard de quelqu'un. Ce qui ressemble de l'extérieur à de la bêtise ou à de la fainéantise peut être en réalité une sagesse profonde qui lutte pour survivre. Nous ne devons jamais juger les gens sur ce que nous voyons en surface. Derrière ce qui paraît être un échec se cache souvent un combat silencieux pour échapper au danger, à la douleur ou à l'injustice. Chaque histoire comme celle-ci nous enseigne la compassion, la patience et l'importance de regarder au-delà des apparences. Car les personnes que nous ridiculisons aujourd'hui endurent peut-être des batailles que nous ne pouvons même pas imaginer. Et un jour, leur vérité pourrait bien nous humilier tous.